Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Élection imminente d'un nouveau président au Cap-Vert. Le scrutin est prévu pour le 17 octobre. L'occasion de faire l'état des lieux de la démocratie dans cet archipel reconnu pour sa stabilité. Relance économique post-Covid au Kenya. Le retour des emplois a permis de générer 97 millions de dollars d'impôts sur les salaires. Une situation favorable à l'activité des banques. Et la République démocratique du Congo veut éviter une nouvelle vague de contamination à virus Ebola. Une campagne de vaccination est donc en cours. Kinshasa dispose de plus de 12 000 doses de vaccins qui peuvent être déployées si nécessaire. Mais tout d'abord, la Guinée-Bissau aurait-elle échappé à un nouveau coup d'État? C'est en tout cas l'annonce faite ce jeudi 14 octobre par l'état-major des armées du pays. Ce dernier a déclaré avoir identifié des militaires qui préparaient un coup d'État pour renverser l'ordre constitutionnel. Notons que cette annonce coïncide avec le déplacement du président Umaro Sissoko Embalo pour une visite de travail de 48 heures en France. Pour rappel, la Guinée-Bissau a déjà connu 16 tentatives de coup d'État et 4 putschs, dont le dernier remonte à 2012. Également dans l'actualité, au Soudan, la crise institutionnelle se poursuit. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a annoncé qu'il refusait de dissoudre le gouvernement pour en former un autre. Une demande pourtant formulée il y a quelques jours par le président du Conseil souverain de transition, Abdel Fattah al-Burhan. La tension monte entre les civils et les militaires qui se partagent le pouvoir. Il est à noter que des appels à manifester ont été lancés pour ce samedi 16 octobre. Autre son de cloche au large de l'océan Atlantique avec le Cap-Vert, pays insulaire qui est considéré comme l'un des plus démocratiques au monde. Une démocratie qui s'illustrera notamment dans les urnes ce dimanche 17 octobre puisque les électeurs seront invités à élire le successeur du président sortant, Jorge Carlos Fonseca, qui arrive au terme de son deuxième mandat. Plus de détails avec Philomentine. Le Cap-Vert, un exemple de stabilité politique et démocratique en Afrique. Cet archipel est pratiquement l'un des rares à éviter les crises électorales sur le continent. L'indice Mo Ibrahim 2020 classe le pays parmi les meilleurs élèves en matière de bonne gouvernance en Afrique. Il occupe le deuxième rang sur 54 pays africains après Maurice, avec une note de gouvernance globale de 73,1%. Également, selon le classement 2020 des pays les plus démocratiques au monde, publié par l'indice britannique Economics Intelligence Unite, le Cap-Vert occupe le 26e rang. C'est aujourd'hui le Cap-Vert qui est pratiquement en Afrique de l'Ouest, le seul État où on observe une véritable éclaircie en matière électorale. Depuis que le Cap-Vert a choisi le multipartisme et la démocratie libérale, les élections se passent bien, sans tension. Pas de problème relatif au troisième mandat, pas de problème également de coup d'État militaire. Donc, vraiment, le Cap-Vert est un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. Ce dimanche 17 octobre 2021, les Cap-Verdiens se choisissent un nouveau président. Le chef de l'État sortant, Jorge Carlos Fonseca, après avoir accompli 2 mandats consécutifs, ne sera pas en lice. Jorge Carlos Fonseca, qui n'a pas touché à la constitution du pays durant son mandat. Le Cap-Vert est une véritable exception aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. C'est le moment de reconnaître vraiment la valeur de la démocratie capverdienne. Il n'y a pas d'hyper-présidentialisme au Cap-Vert. Généralement, le président de la République a tellement d'humilité. Il ne fait pas du pouvoir une mystique, ce qui fait qu'il ne s'accroche pas au pouvoir. Il quitte quand il a terminé son mandat et d'autres viennent. À la veille de cette élection, dans un contexte de Covid-19, les attentes de la communauté internationale et des populations sont grandes. On espère tout d'abord voir le Cap-Vert continuer à être un modèle de stabilité politique et d'alternance démocratique dans la sous-région ouest africaine, puis amorcer sa relance économique post-Covid-19. Pour la première fois depuis l'indépendance de ce pays lusophone, 7 candidats vont briguer la magistrature suprême.
Il est le premier président africain à avoir été invité à la Maison-Blanche par le président américain Joe Biden, entré en fonction le 20 janvier dernier. Le président kényan Uhuru Kenyatta a été reçu par son homologue américain ce jeudi 14 octobre. Une rencontre notamment axée autour du renforcement des liens entre les États-Unis et le continent africain. L'occasion pour les États-Unis d'annoncer le don de 17 millions de doses de vaccins anti-Covid à l'Union africaine. 97 millions de dollars, c'est la somme que les impôts sur les salaires ont généré au Kenya au cours du troisième trimestre 2021. Une performance qui s'explique notamment par le retour des emplois. Si les banques se réjouissent, les patrons, eux, restent prudents et affichent des réserves sur l'avenir. Les explications de Philomène Tine. Le Kenya a connu de belles perspectives dans le domaine de l'emploi pour le troisième trimestre 2021. Les données de la direction des collectes de revenus démontrent que les impôts perçus sur le salaire pour le premier trimestre budgétaire qui va de juillet à septembre 2021 se sont estimés à environ 97 millions de dollars, soit 4,4 milliards de shillings, une situation favorable à l'activité des banques. Ce qu'ils appellent l'autorité de recettes au Kenya est une entité fortement informatisée. Non seulement au niveau de la déclaration, mais également au niveau des paiements. Et le gateway de paiement, il est multicanal. Il prend aussi bien du cash, le M-Pesa et les autres monnaies électroniques, que les transferts bancaires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, demander qui va réellement en bénéficier, moi j'ai juste envie de dire tous les acteurs du système du gateway de paiement, les entités de proximité, sans oublier bien sûr les banques. À partir du moment où l'argent arrive dans le système financier, les assurances en tirent profit, le marché des capitaux en tire profit. Et donc l'économie domestique est la vache à lait de l'économie en général et du système financier de manière particulière. La hausse des emplois au Kenya durant la période de sous-revue ne concerne pas tous les secteurs d'activité. L'agriculture, l'industrie manufacturière, la construction, le commerce de gros et de détail, les services et l'exploitation minière ont été les segments de l'économie qui ont enregistré des hausses de recrutement. Il est bon que l'économie reprenne, que le travail soit consacré comme étant le seul facteur de création et de distribution de la prospérité, et il est bon qu'on le ressente dans les caisses de l'État par rapport à l'impôt sur les revenus. Les grandes entreprises sont absolument dans les banques, mais les petits agriculteurs, ils sont plus sur M-Pesa et sur les autres mobile money. Depuis plusieurs mois, les prix du carburant ont connu une flambée qui n'a pas manqué de se répercuter sur le coût de la vie au Kenya. Les autorités avaient tout de même pris la décision de poursuivre avec la subvention des prix des hydrocarbures à la pompe. Cette disposition a renforcé la dynamique sur les emplois pendant le troisième trimestre 2021. L'heure de la rentrée scolaire a sonné au Sénégal. Les élèves ont repris le chemin de l'école ce jeudi 14 octobre. Après 2 années scolaires passées sous le signe de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le secteur éducatif espère retrouver un semblant de normalité. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, a effectué une visite de supervision au sein des établissements scolaires dakarois, un sujet de Philomène Tine. Au Sénégal, le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, a effectué ce jeudi 14 octobre, jour de la rentrée scolaire officielle 2021-2022 pour les élèves, une visite de supervision avec ses équipes. De l'école actuelle d'Ongor au collège d'enseignement moyen de Anne jusqu'à l'Institut franco-arabe Darul Iman de Sikabmbao, le ministre de l'Éducation nationale s'est félicité du dispositif mis en place et assure que la rentrée est effective dans plusieurs établissements sur le territoire national. Pour le moment, nous pouvons dire que nous sommes dans la matinée. Les écoles que nous avons venant des régions sont bonnes. Et je pourrais vous dire qu'en tout cas, ça se passe très bien. Voilà, la rentrée à Thiès est effective. Elle est effective à Louga, où nous avons quand même l'absence de quelques élèves. Alors quand les parents, en tout cas comme je l'ai dit hier, les enseignants sont là, l'administration est là. Le nettoyage est fait. Nous faisons un appel seulement aux parents pour que les élèves puissent venir le même jour. Lundi 4 octobre 2021, le ministre sénégalais de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, avait rencontré plusieurs partenaires, y compris les syndicats du système éducatif, afin d'examiner le niveau de mise en œuvre des recommandations visant à garantir une année scolaire sans obstacle. Les syndicats réclament le redémarrage du monitoring
qui est effectif, qui a redémarré. Donc nous avons fait notre première réunion de monitoring. Avant-hier, le ministre aussi de l'économie et des finances et le ministre du Travail a rencontré les syndicats. Courant mois de novembre, la fonction publique et l'éducation nationale vont encore rencontrer les syndicats. Et au début du mois de décembre, nous allons encore faire une autre réunion de monitoring. Donc tous les 3 mois, il y aura une réunion pour la prise en tout cas en compte de ce qui était dans les accords, pour évaluer, voir ce qui est fait et ce qui est en train d'être fait, et où est-ce que nous avons des problèmes pour pouvoir les lever. La rentrée scolaire démarre dans un contexte de pandémie de Covid-19. Bien que le nombre de contaminations ait drastiquement chuté, les autorités invitent les établissements à respecter et faire respecter le protocole sanitaire de lutte contre le virus. La République démocratique du Congo s'active pour éviter une nouvelle vague de contamination à virus Ebola. Une campagne de vaccination a été lancée le 8 octobre dans l'est du pays, soit 2 jours après le décès d'un petit garçon de 2 ans dans un centre de santé local enregistré comme cas confirmé. Une démarche importante 5 mois après l'annonce de la fin de la 12e épidémie d'Ebola dans le pays. Un sujet de Roberto Bogbe. Une course contre la montre pour circonscrire la propagation d'Ebola dans une République démocratique du Congo qui a déjà connu 12 flambées de la maladie. Le gouvernement a envoyé près de 1000 doses de vaccins à Goma, dans la capitale du Nord Kivu, et 200 autres à Beni. Ces doses ont commencé à être administrées aux personnes à risque. L'OMS précise que plus de 170 contacts ont été identifiés et les équipes surveillent leur état de santé. La République démocratique du Congo est le fer de lance des efforts visant à mettre un terme à cette dernière résurgence d'Ebola, en misant sur l'expertise acquise lors de la réponse aux précédentes flambées. Kinshasa dispose de 12 000 vaccins en stock, prêts à être utilisés en cas de besoin. L'OMS a envoyé 5 tonnes de matériel d'intervention, notamment des produits thérapeutiques, des équipements de protection individuelle et du matériel de laboratoire. 200 000 $ ont également été mis à la disposition du gouvernement afin de soutenir cette campagne d'inoculation. La RDC vit cette énième épidémie de maladie à virus Ebola et ce qu'ils ont fait est la chose à faire, c'est-à-dire de circonscrire autour du cas positif, de pouvoir identifier tous les contacts et mettre en place ce qu'on appelle la vaccination en ceinture. On utilise des vaccins pour vacciner toutes les personnes qui ont été en contact avec les personnes décédées, mais également les contacts de leurs contacts. Donc tous les cas positifs qui sont décédés ou bien ceux qui sont en vie, on identifie leurs contacts comme c'est fait, on les vaccine et on continue de les suivre. La République démocratique du Congo a connu, avant cet épisode, 12 épidémies d'Ebola, dont la dernière a touché 12 personnes et fait 6 morts. Beni, une ville proche de la zone où le dernier cas a été détecté, a déjà été l'épicentre d'une épidémie par le passé. Des tests sont pratiqués au laboratoire principal de l'Institut national de recherche biomédicale du pays. Les résultats sont attendus cette semaine. Le constat est alarmant. L'Afrique pourrait perdre les 2/3 de ses terres arables d'ici 2030 à cause de la désertification. Pour enrayer ce phénomène, le continent compte s'inspirer de l'expérience de la Chine en matière de reboisement et ainsi freiner l'expansion alarmante du désert du Sahara. Les explications de Roberto Bogbe. Comment restaurer les terres dégradées? Quelles pratiques agricoles pour arrêter l'érosion et rendre les sols à nouveau fertiles? Comment mieux gérer l'eau? Tels sont les thèmes qui ont sous-tendu la COP de 2017 organisée à Ordos en Chine. Des problématiques prégnantes dans ce pays aux milliards d'habitants qui a pu faire de remarquables progrès pour en sortir. Un contexte chinois dont les difficultés s'apparentent à celles de l'Afrique qui veut donc s'en inspirer. Les actions que les Chinois ont menées indiquent quand même des statistiques assez spectaculaires qui nous amènent à réfléchir sur cet exemple, sur ce modèle chinois. Beaucoup d'initiatives sont mises en place. Je peux citer ce qui a été fait initialement dans le cadre de l'engagement des États à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, à travers les plans d'action nationale de lutte contre la désertification qui ont permis à certains pays de développer un certain nombre d'actions qui leur permettent aujourd'hui d'avoir des résultats encourageants, mais le constat est que cela est toujours insuffisant. Des préalables doivent cependant être observés pour espérer faire fleurir ce modèle. Les statistiques spectaculaires de la Chine sont en réalité conditionnées par des engagements de l'État à considérer ce problème comme une contrainte majeure assortie d'un cadre légal fort et l'implication effective des populations.
Si la Chine, à travers cet engagement politique, a pu produire des résultats assez remarquables, moi je pense personnellement que son modèle mérite d'être adopté et mérite aussi d'être intégré dans ce que nous avons identifié comme stratégie d'intervention en Afrique, tenant compte de nos spécificités écologiques, de notre environnement en Afrique. On peut parvenir à contribuer à l'inversion des tendances, à la dégradation des terres et générer des ressources importantes pour notre continent. L'Afrique s'est organisée à travers une initiative africaine pour contribuer à 100 millions d'hectares pour restaurer les paysages et les terres dégradées d'ici 2030. Une cadence qui pourrait être accélérée si les stratégies utilisées ici sont combinées au modèle chinois. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.